Là, cette exposition a été faite à la demande d'une personne qui nous a prêté beaucoup de costumes, une personne dont la famille est pernoise. Donc il a demandé à ce qu'on fasse une exposition sur des tenues légères. Donc c'est pour ça que notre exposition s'appelle 2 siècles de mode de printemps dans le Comtat. Point de vue atelier restauration, je dis bien restauration et non pas raccommodage, parce que les deux choses sont différentes. Une restauration, il ne faut pas que ça se voie, ou essayer de minimiser les dégâts, essayer de les stopper. Donc c'est pas n'importe qui peut faire ce genre de travail. Il faut être très minutieuse, très attentive, pour pas abîmer justement le costume. Alors au point de réflexion, ça fait déjà, disons, vu que la personne nous l'a demandé à peu près l'année dernière, au point de vue de travail, ça fait à peu près 6 mois. 6 mois, disons, on va dire, deux grosses après-midi par mois. Alors par combien de personnes? Ça tourne autour de 8, 10 maximum, voilà, pas plus. Quand vous pensez qu'une robe qu'on va exposer, qui est du fin 18e, on a mis 100 heures pour la réparer. Voilà. Une autre, par exemple, pour repasser une autre robe, eh bien, il a fallu 6 heures de repassage. Donc vous voyez qu'il faut être très minutieux, ne pas se presser et bien faire attention à ce qu'on fait. Le costume contadin, en fin de compte, n'est pas un costume qui a duré très longtemps. Il a à peine duré 100 ans. À peine. Donc c'est pour ça qu'on a élargi un petit peu notre musée sur les costumes du 18e qui sont dans l'autre pièce. Voilà. Mais sinon, la période, on va dire en gros, vous avez 1830 jusqu'à, on va dire, 1880 à peu près. Voilà, c'est à peu près la période du Comtat venessin, quoi. Voilà. Parce que dans le Comtat, c'est vrai que nous, on nous reconnaît par rapport à notre coiffe, qui s'appelle la coiffe à la grecque. Il n'y a que nous qui avons ce genre de coiffe, petit bonnet blanc, on va dire, une petite coiffe blanche, qui est un cache-chignon avec les 2 petites vettes, c'est-à-dire 2 petits bandeaux qui pendent de chaque côté. Il n'y a que dans le Comtat venessin qui a ce genre de coiffe, et c'est comme ça qu'on nous reconnaît. Mais la coiffe apparaît au moment de la formation des régions. C'est là où tout le monde s'est distingué des uns et des autres. Et après, il est arrivé ici dans la mode, le chemin de fer est arrivé. Donc toutes les dames ont voulu s'habiller à la mode de Paris. Et si vous voulez, le costume a un petit peu disparu. La mode se définit comme un usage passager qui règle la forme des vêtements, de la parure, selon les goûts et les mœurs du moment. Elle sera dépendante des tissus existants et de leur disponibilité au travers des époques, de la possibilité d'imiter la création grâce aux almanachs de mode dont les tailleurs d'habits s'inspirent de la mise sur le marché des patrons adaptables à chaque silhouette. Les ornements du vêtement, tels les attaches, dentelles, châles, chapeaux et fichus, varient en même temps. Parfois, ornements complexes et coûteux, ils reflètent la création des différentes provinces. Cette exposition est présentée chronologiquement. Elle retrace les changements intervenus dans la silhouette féminine. Chaque silhouette d'un vêtement est indicateur de ses origines. Forme des manches, proportion de la poitrine, hauteur de la taille, volume des hanches. Ils permettent de situer le vêtement dans son époque et dans son milieu social. Souvent associée au nom du grand peintre Antoine Watteau, la robe dite à la française est la tenue féminine la plus caractéristique de l'élégance sous Louis XV. Elle se singularise par la construction de son dos, animé par une double série de grands plis plats, prolongés au sol par une traîne. Elle se porte sur une jupe, réalisée le plus souvent dans la même étoffe. Cette robe est en taffetas de soie bleue tissée de rayures orange, à la mode à cette époque. Les parements de manches, dits en pagode à 2 volants, sont arrêtés au coude. Les manches sont taillées avec les rayures horizontales comme presque toujours au XVIIIe siècle pour une économie de tissu. Le décolleté est orné d'une blonde resserrée par un galon. Un falbala, grand volant plissé à plat, agrémente l'encolure, les pans du manteau de robe et de la jupe.
Le dos et devant sont doublés de lin, les manches de soie changeantes bordeaux. La robe à la française se porte sur un corps à baleine, sorte de cuirasse rigidifiée de baleine qui transforme le buste en un triangle posé sur la pointe. Les hanches sont élargies par le panier, armature de jonc ou de métal. Il s'agit d'une jupe remaniée, ultérieurement en couverture et bordée d'un volant de mousseline brodée au point de Beauvais. Elle était portée avec une robe à la française, à l'anglaise, ou plus tard à la polonaise, plutôt en tenue d'intérieur. Ce gilet de soie crème laisse imaginer la beauté de ces broderies malgré les outrages du temps. Des rangées de petits motifs brodés au passé plat de fils de soie polychrome sont séparés verticalement par un galon de velours noir, vert et rose. Horizontalement, des motifs sont soulignés par une ligne incurvée, brodée au fil d'argent sur laquelle courent des sequins. Un fil d'argent et or borde le haut des poches, le devant, ainsi que les revers et le col. 11 boutons en bois recouverts de soie brodée d'un petit motif de feuilles complètent ce décor à disposition. Ce costume de gentilhomme est composé de l'habit, du gilet et de la culotte. L'habit en soie façonnée dégage largement le ventre, laissant apparaître le gilet. 3 larges boutonnières font face à une rangée de 10 gros boutons revêtus du même tissu. Le rabat des poches, en accolade, et les parements des manches collés à l'avant-bras sont soulignés par 3 boutons. Un col droit de 5 cm borde l'encolure. Cet habit est doublé de soie écrue pour le devant et de lin dans le dos, les épaules et les manches. Les motifs du gilet ont été tissés à disposition avant sa réalisation. Une guirlande de fleurs orne les devants, encadrant la rangée de 11 boutons au motif hélicoïdal. Dans le bas, 2 scènes pastorales symétriques présentent plusieurs personnages autour d'un joueur de flûte, abrité sous un toit de chaume, tissé dans le tissu des poches. Des oiseaux et des feuillages parsèment le reste de la surface. La culotte, reconstitution, fermée par un petit pont, descend au-dessous du genou. À la fin du XVIIIe siècle, elle a remplacé la culotte à braguette. Le pierrot, veste courte et ajustée à petite basque, fut à la mode au milieu des années 1780-1790. Ce caraco en taffetas de soie bleue, tissé de petites fleurs multicolores, possède un dos dont l'ampleur est cintrée par une série de 9 plis de chaque côté du milieu du dos. Ils sont cousus à petits points apparents, puis lâchés à partir de la taille pour former la basque. Les manches, plates, s'arrêtent au coude. Elles sont bordées d'un galon de bourrette de soie écrue. Un fichu bouffant cache des rondeurs plus ou moins volumineuses, d'où son nom de fichu menteur. Les devants s'écartent en cœur et le corps est masqué par des compères, sorte de faux gilets s'agrafant devant. Les compères sont plus simples et plus pratiques que la pièce d'estomac qui devait être épinglée à la robe à chaque habillage. La jupe ronde est plus courte et moins gonflée. Elle est resserrée à la taille par de petits plis couchés et une partie coulissée. Les falbalas, autour du décolleté, des manches et du bas de la jupe sont manquants. Le corps et les manches de ce caraco sont doublés en bourrette de soie bleue. Une série de 12 plis de chaque côté au milieu du dos donne de l'ampleur à une basque assez longue. Le vêtement est bordé d'un falbala qui va en se rétrécissant de bas en haut. Au bas des manches, on voit des restes de blonde. La doublure est en lin. Ce beau gilet révolutionnaire est brodé d'un semis de fleurettes au passé plat. Une double rangée de 8 boutons ponctue le devant. 1 sur 2 est brodé d'une cocarde tricolore. Une guirlande de feuilles bleues et un galon montent sur le devant jusqu'au col, très haut, 6 cm. Les poches et les revers sont richement brodés au passé plat, au point lancé et au point de tige, d'une triple bande de fleurs roses et blanches, de pastilles blanches reliées par une double baguette bleue et de feuillage bleu et bordeaux. Le dos, les épaules et les aisselles sont en lin. La doublure du devant et du col sont en soie. Cette robe en gaze à la taille haute et à la jupe droite
épousant les formes sans les accuser, est caractéristique du style néoclassique. Le décolleté, resserré par les deux liens, est entièrement brodé d'un gros passepoil, met en valeur la poitrine. Les petites manches ballons et les longues manches étroites sont soulignées d'un étroit ruban de soie écru et d'une fine dentelle. Elle est présentée ici, drapée d'un cachemire maintenu par une fibule, comme dans le portrait de l'impératrice Joséphine. Les élégantes les portaient pour réchauffer les très légères tenues de l'époque. L'extrême finesse et la souplesse de ce tissage permettaient d'en faire des robes. Après la Révolution, le modèle antique s'impose avec le port d'une robe tunique blanche, en cotonnade, à manches courtes et à taille haute, portée par un Spencer ou de longues écharpes. Cette robe en mousseline de coton blanche, brodée au point de Beauvais, suit la mode du moment. Le devant du corsage est cousu à la jupe comme la bavette d'un tablier et maintenu en position à l'encolure par des épingles ou de petites broches. Sous la bavette, deux panneaux se superposent pour soutenir la poitrine. La taille et l'encolure sont coulissées. Le fond de robe réinventé pour l'exposition permet d'illuminer le délicat motif de feuillage en forme de couronne de la mousseline. Sur les épaules, une pointe de gaze de coton, brodée de motifs en forme de grains de riz et d'une petite guirlande de feuilles, et bordée de petites dents. Une bourse ensablée de perles polychromes complète cette tenue. Une coulisse resserre le buste et le décolleté, garni d'une collerette en tulle de cette robe. Les manches coudées, très longues, descendent sur la main en mitaine et empiètent largement sur le tout petit dos en forme de losange. L'ampleur de la jupe est ramenée par une série de plis très serrés au milieu du dos où elle s'appuie sur un petit coussin, lui donnant un tombé parfait. Le bas de la jupe est festonné. La doublure du corsage, en toile de coton assez lâche, s'épingle sur la poitrine qu'elle maintient en place. Elle se prolonge dans la partie supérieure des manches jusqu'au coude. Un petit fichu en gaze brodé au point compté couvre les épaules. Robe de jeune fille ou jeune femme de la bonne société. Le coton et la mousseline de coton étant alors des matières assez coûteuses. La taille est haute, le corsage se ferme dans le dos. La robe longue agrémentée de deux volants de mousseline laisse paraître le pied. Les longues manches mitaines sont terminées par un poignet ouvert. Un fichu de coton et un tablier de mousseline complètent cette tenue. Cette redingote a été taillée dans un tissu du XVIIIe siècle, certainement une robe à la française, au vu des restes de fil et des traces de plis. Le tissu est à rapprocher du pierrot qui est exposé au musée. Le dos comporte une série de plis retenus par une ceinture qui vient se nouer sous la poitrine. Les manches très longues à effet de mitaine sont resserrées par une fine bande de tissu qui vient se nouer autour du poignet. Elle est entièrement boutonnée à partir de la taille et jusqu'au bas. Cette magnifique pièce, en parfait état, est également remarquable par la doublure des manches, qui est un chafarkani au beau motif imprimé à la planche. Le reste du corps est doublé en soie rayée, sauf le dos, qui utilise deux tissus de qualité plus médiocre. La jupe est en mousseline de coton brodée au point de Beauvais. La poche, qui se portait à l'intérieur des robes, disparaît avec l'évolution de la mode empire, plus près du corps. Elle est remplacée par un petit sac, le réticule, porté à la main ou en bandoulière. Les tissus fins sont prisés. La mousseline de coton donne une impression de légèreté. La taille, encore haute, est marquée soulignée d'un ruban de velours mordoré, retenu par une boucle en marcassite. Deux rouleaux de ouate dessinent un V qui part du milieu de la taille jusqu'au manche ballon. 4 rouleaux ouatinés ondulent dans le bas de la jupe, un autre borde l'ourlet. La taille de cette robe en soie, encore haute, tend à reprendre sa place. Le devant du corsage est resserré par une barrette de soie. Les manches ballons sont parsemées de torsades de soie qui confèrent à cette robe une allure moyenâgeuse. Le bas de la jupe est agrémenté de 2 bandes rembourrées dont l'une, garnie de feuillage, ondule souplement en lestant le tombé. La ceinture en soie façonnée rouge, sombre, est maintenue par une boucle d'argent. Le caraco Spencer, de facture populaire, est réalisé dans un coton finement tissé.
Tous les matériaux datent du XVIIIe siècle, dont le coton à carreaux plus ancien que la coupe du vêtement. La coupe est typique de l'époque avec un dos en losange et des manches en tuyaux de poil, légèrement évasées au niveau du poignet. Les pans de devant se croisent et s'épinglent sur la poitrine. Minuscule caracaca ou pète en l'air. La jupe en coton tissé bleu et rouge est remontée sous la poitrine comme l'exige la mode de l'époque. Le tablier, réalisé dans un coton à rayures imprimées à la planche du XVIIIe siècle, est coulissé à la taille. La coiffe, en piqué blanc brodé, préfigure la coiffe à la grecque. Le corsage de cet ensemble comporte des manches longues et évasées dans le bas, légèrement froncées à l'épaule, annonçant 1820. L'encolure et le devant sont coulissés. La jupe a été transformée, incluant une pièce de tissu différent. Elle est coulissée devant et à plis plat dans le dos, avec des ouvertures sur le côté qui nous font penser à un aménagement pour femmes enceintes. Cet ensemble en coton imprimé est présenté avec un tablier coulissé reconstitué et un fichu de mousseline à fond écru, orné d'une bordure chinée à la branche en chêne et trame, couleur indigo roux et parsemée au centre de pastilles dans les mêmes tons. Cette robe est remarquable par sa couleur bleue très lumineuse. Les manches sont froncées au niveau de l'épaule et se resserrent jusqu'au poignet. La jupe, ample, se relève sur un jupon piqué bleu franc. Un tablier en soie, gorge de pigeon, accompagne cette tenue. Un fichu de mousseline, brodé au point de Beauvais, orne ses épaules. Le corsage de cette robe en mousseline de coton est taillé en biais, formant un V sur le devant. De petites rangées de fronces resserrent le dos et le devant au niveau de la taille. Il est fermé au dos par 4 boutons et des brides, ainsi que 3 crochets au niveau de la ceinture. Un fin passepoil borde l'encolure et les emmanchures. Les manches très étroites sont surmontées d'un jockey bordé, ainsi que les poignets d'un petit feston. La jupe n'est pas ample, 296 cm en 3 lais de 88 cm. Un pour le devant, 2 pour le dos. Cette robe possède 2 poches intérieures auxquelles on accède de 2 façons différentes. L'une par l'extérieur grâce à une fente dans la jupe et l'autre par l'intérieur. Le corsage et les manches sont doublés d'un fin coton écru. Un petit canezou en mousseline de coton complète cette jolie robe. Cette robe en coton imprimé comporte des manches avec surmanches courtes et décolletées. Le plissage du devant en pointe renforce l'impression de minceur du buste et est contrebalancé par des fronces qui élargissent les épaules. Légèrement retroussée, elle permet de découvrir un magnifique jupon blanc orné de motifs brodés au bouti. Un fichu en tulle brodé et aux bords festonnés, ainsi qu'une coiffe réalisée avec des entre-deux de dentelle, enrichissent la couleur verte de la robe. Une étole, elle aussi en tulle brodée, complète cette tenue. La jupe, très ample, plus de 4 mètres, est mise en forme par un jupon piqué rose à petits motifs. L'encolure, les emmanchures et les poignets sont soulignés d'un fin passepoil. Le corsage et les manches sont entièrement doublés d'une indienne de réemploi, font garance au motif très moderne. Un fichu en indienne, au large motif de plume en bordure, couvre les épaules. Le corsage comporte un décolleté gancé et froncé aux épaules et à l'ouverture devant, soulignant le galbe de la poitrine. Les manches gigot, très volumineuses, 100 cm, sont resserrées à l'emmanchure par des fronces et collantes à l'avant-bras à partir du coude. Le poignet est fermé par un bouton de nacre et une bride. La couture est soulignée d'un mince passepoil. Le dos est fermé par 13 crochets et brides, dont 2 sur la ceinture. La jupe, réalisée à partir de 5 clés de 45 cm, est un peu large, 225 cm. Une série de 6 plis plats de chaque côté du milieu, devant, ainsi que les plis canons sur les 3 lais du dos, en resserrent l'ampleur. Une ceinture en soie moirée, maintenue par une boucle dorée ciselée, souligne la taille. Le dos est doublé en coton et le bas de la jupe en gaze sur 35 cm. Cette robe, en tulle brodée de guirlandes de fleurs et de semis, possède des manches gigot extrêmement volumineuses. Bouffante en haut du bras et ajustée sur l'avant-bras,
créant la silhouette de l'époque romantique où la largeur des épaules est équivalente à celle du bas de la jupe. La couture interne de la manche est soulignée d'un passepoil de soie, ainsi que le poignet fermé par un bouton de nacre. Le corsage, bordé d'un passepoil de soie et d'une fine dentelle, vient se croiser en plis gracieux sur la poitrine. 2 nœuds de satin de soie crème sont posés à la pointe des épaules. Une large ceinture agrémentée d'un nœud vient terminer cette parure. Avec ce costume, le soir ou pour les cérémonies, les femmes arboraient de hautes coiffures dites à la girafe, le must absolu de l'époque. Cette robe en mousseline de coton imprimé à rayures, de fleurs et d'ailes stylisées illustre bien le style romantique des années 1830. Les motifs imprimés rehaussent l'élégance de la robe. Le haut des manches gigot est froncé aux épaules et le corsage est garni d'une série de biais en forme de V. Le jupon piqué en coton blanc montre une bande boutissée d'une guirlande de fleurs. Le fichu est un canezou de mousseline brodée de ramages montants et de marguerite. La bordure est festonnée et brodée de motifs. Le ruban de ceinture est en soie, broché de feuilles et de pivoine en velours sabré. Il est maintenu en place par une boucle de laiton doré et de verroterie mauve. Dans ces années-là, les femmes aiment porter sur les épaules des fichus et de toutes sortes de capes, dont les pèlerines et les canezous. Ces fichus couvrent le décolleté avec un effet de transparence. Ainsi accentuée, la ligne des épaules fait apparaître la taille plus fine. Le corsage comporte 6 plis plats qui descendent de l'épaule jusqu'à la taille, formant un décolleté croisé. Ils sont maintenus en place par une série de points de piqûre. Cette encolure en V est garnie d'une chemisette de mousseline brodée pour la modestie. Les manches ajustées par 5 rangées de smocks et se rétrécissent du coude au poignet. Les plis de la jupe font écho à ceux du corsage et permettent d'en distribuer l'ampleur. Un galon de passementerie garnit le bas de la jupe, la ceinture est en soie, la boucle en marcassite, un canezou en dentelle complète cette tenue. Un ruban de soie plissé bordé d'un liseré noir et blanc court joliment des épaules à la taille et dans le bas des manches pagode orné de manchettes de mousseline. Le corsage en pointe, baleiné au niveau des pinces, souligne la finesse de la taille. Un col en mousseline brodé, fermé par un ruban de velours noir, complète cette tenue. Cette robe est portée sur une crinoline, la cage à cerceau, est apparue en 1856. Elle a remplacé les multiples épaisseurs de jupons nécessaires pour soutenir la forme des jupes larges. Le corsage est doublé en coton glacé, la jupe en tarlatane. Cette robe à crinoline ronde, à légère traîne, est agrémentée de 2 grands volants de mousseline. L'encolure ras du cou est bordée d'une fine dentelle. Les manches longues sont fermées par un large poignet bordé de 2 rangs de volants et d'une dentelle. 3 petits boutons, recouverts, ferment le dos. La taille est soulignée par un ruban de soie rayé vert pâle, noué dans le dos. La casaque gancée de soie violette est entièrement doublée de tarlatane et de soie écrue en bordure. L'encolure, les épaules et le bas des manches sont soulignés d'un galon de soie violette sur lequel est appliquée une dentelle au fuseau écru. 3 pattes ferment le devant. Les 3 pointes de la casaque sont agrémentées d'un gland doré, cerclé d'un rang de perles transparentes. 2 longs pans de 74 cm flottent dans le dos. Une ceinture avec cocarde en ruban complète ce corsage. La jupe, gancée de soie violette, est montée sur un sergé de coton glacé et fermée sur un côté à l'avant. Le même motif que sur la casaque court dans le bas de la jupe et de chaque côté du panneau avant. Dans les années 1860-1870, la mode est au tissu fin, comme la tarlatane, le coton fin et les soies fines, pleines d'apprêt. Ici, la jupe très légère est parsemée de petites fleurs violettes. 2 bandes de soie violette rembourrées courent autour de la jupe. L'ampleur est rejetée vers l'arrière, donnant un beau tombé à la traîne. La blouse est en mousseline de coton blanc, le décolleté et le bas des manches sont bordés d'un volant mis à plat. Cette jupe en plumetis de coton, que nous avons intégrée dans une tenue de bal, comporte une large traîne très ample sur les côtés et dans le dos. Le bas est bordé de 3 étages de volants festonnés.
La taille est soulignée d'un ruban de soie mauve qui retombe dans le dos. La jupe en mousseline de coton imprimé, beige à rayures violettes, est portée avec un corsage en mousseline blanche agrémenté de plusieurs petits plis, au buste et le long des manches. Le bas de la jupe est doublé de tarlatane. Une large ceinture de velours orne cette toilette. Cet ensemble, corsage et jupe en taffetas de soie, est porté avec une crinoline projetée. Le corsage est garni de passementeries en perles aux poignets et aux épaules. Il est fermé par une rangée de 9 boutons recouverts de soie et d'un filet bleu. Au bas des manches coudées, un ruban écru à petits plis plats est cousu à gros points pour pouvoir être démonté et lavé. Il est doublé de coton. La jupe possède un système de tirettes qui permet d'en remonter les côtés. Elle est doublée de tarlatane et de soie dans le bas. Cette tenue dite à transformation est constituée de 2 corsages que l'on peut changer selon les occasions. Le premier peut être porté le jour, le second, pour le soir, découvre les épaules. Les mancherons et le tour du décolleté sont brodés d'une gaze froncée et resserrés à l'encolure par un fin ruban de velours noir. Des applications de perles allongées viennent enrichir ce corsage, fermé devant par 4 boutons revêtus de soie.